Imaginez des toilettes. Je suis très sérieux. Vous pensez sûrement à quelque chose comme ça. Et moi aussi d'ailleurs. Alors que dans plein de pays, les toilettes ressemblent à ça ou même à ça. Notre cerveau a énormément de mal à se rendre compte des inégalités qui sont immenses. Aujourd'hui, on passe 9 fois plus de temps à l'école en Allemagne qu'au Burkina Faso, on vit en moyenne 32 ans de plus au Japon qu'au Sierra Leone, et on gagne 172 fois plus d'argent au Qatar qu'en République centrafricaine. Et Donald Trump a décidé de geler l'aide internationale pour au moins 3 mois. I am deeply worried because if we stop taking these ARVs, we will surely die. My life is dependent on these drugs. Quels sont les impacts? À quoi sert l'aide internationale? À qui ça profite? On enquête avec les meilleurs articles scientifiques du domaine. Générique. L'année 2003. 2 millions de personnes sont mortes du sida cette année-là. Le traitement contre le VIH avait permis d'éviter seulement 100 000 morts. 20 ans plus tard, le nombre de morts a été divisé par 3 et le nombre de morts évités a lui largement augmenté, multiplié par 17. C'est un des nombreux exemples auxquels contribue l'aide internationale aux pays les moins favorisés. Cette aide est extrêmement efficace pour des campagnes de vaccination des bébés, comme la diphtérie, la polio, la rougeole, et de manière générale, ça regroupe aussi des aides humanitaires urgentes, mais aussi des projets plus long terme de santé, assainissement en eau par exemple, construction d'hôpitaux, ou d'autres infrastructures comme des ponts, des routes, des écoles. Mais qui donne et combien ? Voici les 32 pays qui forment le comité d'aide au développement. Sans surprise, on retrouve les pays du Nord global pour une aide totale de 223 milliards de dollars sur l'année 2023. Les États-Unis sont en tête des donateurs avec plus de 60 milliards par an, loin devant l'Allemagne, le Japon et tous les autres. On comprend donc pourquoi quand Trump décide de geler l'aide des États-Unis, des millions de vies se retrouvent instantanément impactées. Mais il faut regarder aussi un autre classement parce que tous les pays qui donnent n'ont pas autant d'habitants ni autant de richesses. Je possède des thunes. C'est pourquoi, pour bien comparer les pays, on rapporte souvent les dons au revenu national brut. Il y a plus de 50 ans, l'objectif a été fixé pour chacun de ces pays d'apporter une aide à hauteur d'au moins 0,7% du revenu national brut. Est-ce que ça a été atteint? Non. Sauf pour quelques pays, bon, c'est toujours pareil dans les classements, on a en tête toujours les pays nordiques, la Norvège, la Suède, le Danemark, et on retrouve aussi toujours la Suisse. Ah non, pas cette fois, là ils sont en dessous de ce qu'il faudrait. Je vais devoir réprimander. En France, on aide à hauteur d'environ 0,5% de notre revenu national brut, mieux que d'autres, mais c'est toujours en dessous des promesses. Ça c'est pour les pays qui donnent, maintenant ceux qui reçoivent. Sans surprise, c'est quasiment la carte inversée de celle des pays donateurs, et chaque pays représenté reçoit l'équivalent d'1 € par habitant pour les pays en bleu clair, jusqu'à un peu plus de 200 € par habitant pour ceux en bleu foncé comme l'Ukraine. Et attention, ces pays reçoivent des aides, mais ces aides ce sont pas toujours des dons. C'est aussi souvent des prêts, bon, à faible taux, ok, mais qu'il faut quand même rembourser. Et d'ailleurs, depuis 2021, il y a de moins en moins de dons et de plus en plus de prêts. Et maintenant, la question qui fâche, est-ce que ça aide vraiment tous ces pays? Est-ce que ça leur permet de s'émanciper? Réponse, pas du tout autant que ce qu'on pourrait penser. Regardez. Voici l'évolution du PIB par habitant depuis les années 80, des pays du Nord global et ceux du Sud global. L'écart de richesse par habitant a toujours augmenté et augmente encore. Il est 5 fois plus important aujourd'hui qu'en 80, le grand écart. Donc malgré les aides, les pays du Sud global ne rattrapent pas leur retard, bien au contraire. J'en profite pour vous dire que si cette vidéo vous plaît, abonnez-vous. Et je suis aussi conférencier en sciences et en environnement. Pour une conférence, contactez-moi. Mon mail est ici et en description avec mon site de conférencier. Bon, les pays du Sud ne rattrapent pas leur retard. Est-ce que ça veut dire qu'on jette tout cet argent par les fenêtres? C'est la porte ouverte à toutes les fenêtres! Bon, pas forcément, l'écart aurait pu être encore plus important sans ces aides, mais en tout cas on est bien loin du compte. Surtout que l'aide au développement n'est qu'une partie des flux et des ressources qui transitent entre le Nord global et le Sud global. Il y a d'autres transferts plus directs, par exemple les personnes qui sont parties travailler dans un pays riche et qui envoient de l'argent à leur famille pour les aider. Ça a représenté 700 milliards de dollars en 2024, soit 3 fois plus que l'aide internationale. Et c'est pas nouveau, en 2002, ces transferts directs étaient déjà décrits par certains chercheurs comme une source de revenus plus stable et plus importante que l'aide au développement. Mais aussi, il faut pas oublier qu'il existe des flux dans le sens inverse, donc du Sud vers le Nord. Et si on fait le bilan de tout l'argent qui va dans les deux sens, on obtient ça. Chaque année, les aides du Nord vers le Sud sont en fait négligeables face au bilan total qui était par exemple en 2017 de 500 milliards de dollars du Sud global vers le Nord global. Oui, vous avez bien entendu, dans ce sens-là et pas l'inverse. Pourquoi? En fait, c'est une histoire de cercle vicieux et tout part d'une grosse asymétrie. D'un côté, on a les pays du Nord global, avec une économie considérée comme robuste, des projets plus sûrs. De l'autre, les pays du Sud global, avec une économie plus fragile, sujette à des crises et des projets plus risqués.
Vous voyez venir l'asymétrie qui va augmenter? I have a bad feeling about this. Pour se protéger des crises, les pays du Sud peuvent placer leur argent dans des investissements sûrs dans les pays du Nord, par exemple en achetant de la dette allemande, mais comme ces investissements sont stables, ils rapportent peu d'intérêt en retour. Dans le même temps, ces mêmes pays du Sud cherchent à développer leur économie en réalisant des projets sur leur sol, et pour les financer, ils ont souvent besoin d'investissements étrangers provenant des pays du Nord. Mais comme ces projets sont considérés plus risqués, les intérêts sont plus importants. Bilan des opérations, davantage d'argent transite du Sud vers le Nord, et voici l'asymétrie qui augmente. Mais c'est pas tout. Les pays du Nord profitent aussi du fait que le coût de la vie est bien moins cher dans les pays du Sud, en achetant des matières premières ou même en délocalisant leur production à des prix beaucoup plus bas, alors que leur vraie valeur, on dit aussi à parité de pouvoir d'achat, est bien plus élevée. Le chercheur Jason Hickel et son équipe expliquent ainsi, je cite, « C'est comme si les pays riches avaient une réduction permanente sur tout ce qu'ils importent du Sud, ce qui leur permet de s'enrichir tout en maintenant les salaires et les revenus du Sud à un niveau très bas. » Et alors, au total, ça représente combien d'argent? Je cite la conclusion de cette même étude. Nous constatons qu'au cours de la dernière année de données, donc 2017, le Nord global s'est approprié des ressources et des produits de base du Sud d'une valeur de 2200 milliards de dollars au prix du Nord, ce qui est plus de 15 fois supérieur à la somme qui suffirait pour mettre fin à l'extrême pauvreté. Mais alors, comment ça se fait que cette situation inégalitaire se maintienne? Pourquoi ce système n'est pas renversé? Et bien là encore, c'est une histoire d'asymétrie, cette fois-ci de pouvoir de décision dans les institutions internationales. Regardez ces 13 pays du Nord, dont la France. Ils représentent au total 12% de la population mondiale. Mais ils ont 49,7% des voix à la Banque mondiale, ou encore 50,4% au Fonds monétaire international. Et face à ce constat, Hickel conclut « But it doesn't have to be this way. Inequality is not a natural fact. It's an artifact, a consequence of power. We need to reverse the assumption that aid is the solution, and change the rules of the game to make the global economy fairer for the world's majority, so they have a real say in the decisions that affect them. » La décision de Trump est dramatique pour des millions de personnes, mais le vrai drame est sans doute beaucoup plus grand. Les 4 pistes de solution selon lui, donner plus de poids aux pays du Sud dans les décisions internationales, mettre fin à l'accaparement de leurs ressources, leur permettre d'utiliser les subventions et les droits de douane pour développer leurs propres économies, et fixer un salaire minimum mondial. Et il conclut en une phrase « Poor countries don't need charity, they need justice. » À très bientôt.